L'article 1382 définit le contrat comme étant aléatoire lorsque, au moment où il est conclu, l'étendue de l'obligation ou des avantages découlant du contrat est incertaine. À titre d'exemple, j'engage un entrepreneur pour la somme de 2000 dollars afin qu'il déneige le stationnement de mon commerce pendant tout l'hiver. Le contrat ne prévoit rien d'autre. Dans ces circonstances, s'il y a des précipitations records de neige, l'entrepreneur risque de ne pas faire de profit, tel qu'à l'hiver 2008 au Québec. Dans le cas contraire, s'il n'y a presque pas de précipitations, l'entrepreneur effectuera un large profit car ses dépenses seront faibles. Le même principe s'applique au contrat d'assurance. Éric assure sa voiture pour la somme de 2000 dollars. Si Éric a un accident et que la voiture est une perte totale, l'assureur devra débourser 50 000 dollars par hypothèse. L'assureur subit alors une perte pour ce contrat. Toutefois, si Éric n'a pas eu d'accident lorsque le contrat est en vigueur, l'assureur effectue alors un profit. Le fait que l'étendue de l'obligation ou des avantages découlant du contrat soit incertaine est appelé risque en matière d'assurance. Le risque est d'ailleurs l'élément caractéristique de la définition du contrat d'assurance. L'assuré veut se prémunir contre certains risques, c'est-à-dire la possibilité qu'un sinistre survienne, et l'assureur lui propose de le protéger contre certains risques moyennant une somme d'argent. Le risque est donc l'élément redouté. Il est un événement aléatoire contre lequel on veut se protéger, alors que le sinistre est la réalisation de cet événement, causant ainsi un dommage. Dans cette capsule, il sera question des différentes caractéristiques du risque. Le risque est un événement futur, éventuel, possible et indépendant de la volonté de l'assuré. Enfin, le risque ne doit pas être lié à une activité illicite de l'assuré. Selon ces 5 caractéristiques, le risque peut porter sur un événement heureux ou malheureux. L'assurance trou d'un coup en est un bon exemple. Soyez attentifs car cet exemple reviendra tout au long de la capsule. Lors d'un tournoi de golf corporatif, si un golfeur réussit un trou d'un coup, l'organisateur du tournoi lui remettra une voiture neuve. Derrière cette possibilité se cache un contrat d'assurance entre l'organisateur du tournoi de golf et un assureur. Si le risque se réalise, c'est-à-dire qu'un golfeur réussit à mettre la balle au fond du trou en un seul coup de bâton, l'assureur versera les 50 000 dollars nécessaires à l'achat de la voiture. Regardons maintenant la première caractéristique du risque. Il doit s'agir d'un événement futur. Si l'événement contre lequel on voulait se prémunir s'est déjà produit, alors que le contrat n'est pas encore formé, il ne s'agit plus d'un événement futur, mais bien passé. À titre d'exemple, alors que je suis à l'extérieur de chez moi, je contacte un assureur afin qu'il assure ma maison contre l'incendie. Ce que je ne sais pas, c'est que ma maison a été incendiée il y a quelques heures. Dans ce cas-ci, le risque n'est plus un événement futur, il s'est déjà produit. Deuxième caractéristique du risque, il doit s'agir d'un événement éventuel et non pas certain. Selon le professeur Luel, le contrat visant à protéger des inondations une maison construite dans une zone inondée chaque printemps ne porte pas sur un événement éventuel, mais plutôt sur un événement certain. On ne peut alors pas parler d'un risque. Le risque doit être aléatoire et non pas certain. Troisième caractéristique du risque, il doit s'agir d'un événement possible. S'il est impossible que le risque se réalise, le contrat sera nul ou encore deviendra caduc. À titre d'exemple, j'assure mon violon contre le vol, mais celui-ci périt lors d'un incendie. Le vol du violon devient alors un événement impossible. Il ne s'agit plus d'un risque. À noter que si le violon a péri dans l'incendie avant la formation du contrat, il s'agit alors d'une cause de nullité du contrat. Quatrième caractéristique du risque, il doit s'agir d'un événement qui est indépendant de la volonté des parties. J'emploie ici le terme partie, même s'il n'est pas tout à fait exact. J'apporterai quelques précisions à ce sujet plus tard. Si l'une des parties provoque volontairement le sinistre, il n'y a alors plus d'incertitude quant à la réalisation ou non du risque. Le risque devient alors une certitude. Voilà pourquoi, en matière d'assurance de dommages, la faute intentionnelle de l'assuré fait l'objet d'une exclusion légale. L'article 2464 fera l'objet d'une étude exhaustive dans une prochaine capsule. Pour l'instant,
il importe de s'attarder un instant sur l'alinéa 1, car une nuance importante doit être effectuée en regard de la faute intentionnelle de l'assuré. En cas de coassuré, l'assuré qui a commis une faute intentionnelle, bref, qui a volontairement provoqué le sinistre, n'obtiendra aucune indemnisation. Toutefois, le coassuré qui n'a pas commis une faute intentionnelle aura droit d'obtenir une indemnité afin de compenser ses dommages. L'événement doit être indépendant de la volonté des parties. Cette affirmation doit toutefois être nuancée, car même si le sinistre résulte de la volonté de l'assuré numéro 1, l'assuré numéro 2, qui n'a pas commis de faute intentionnelle, peut tout de même recevoir une indemnité. Suivant le même principe, si l'enfant de l'assuré, qui n'est pas nécessairement une partie contractante, mais qui est tout de même un assuré, commet une faute intentionnelle, l'assuré qui n'a pas commis de faute intentionnelle aura droit d'obtenir une indemnité. De tout cela, il faut retenir que l'assuré qui commet une faute intentionnelle ne peut recevoir d'indemnité. Poursuivons l'étude de la quatrième caractéristique, soit que le risque doit être un événement indépendant de la volonté des parties, à l'aide d'un exemple en assurance de personne. En matière d'assurance vie, l'assureur peut exclure le suicide de l'assuré pour une période n'excédant pas 2 ans, suivant l'entrée en vigueur de l'assurance. En matière d'assurance vie, le suicide de l'assuré est la réalisation du risque de décès par l'assuré lui-même. À noter que l'assuré n'est pas nécessairement une partie contractante. En effet, je peux prendre une assurance vie sur la tête de ma conjointe. Dans ce cas, je suis le titulaire du contrat, c'est-à-dire la personne responsable de payer la prime, et ma conjointe est la personne assurée, mais elle n'est pas une partie contractante. De la même manière, l'article 2443 prévoit que l'attentat à la vie de l'assuré par le titulaire de la police entraîne de plein droit la résiliation du contrat. Dans ce cas, il s'agit d'une faute intentionnelle de la part du titulaire, une partie contractante, mais il ne s'agit pas pour autant d'une faute intentionnelle de la part de l'assuré, qui est plutôt la cible de cet attentat. Enfin, l'alinéa 2 prévoit que l'attentat à la vie de l'assuré par le bénéficiaire de l'assurance entraîne la déchéance de son droit à l'indemnisation. Dans ce cas, il s'agit d'une faute intentionnelle de la part du bénéficiaire, qui n'est pas nécessairement une partie contractante, ni l'assuré. Dans l'éventualité où il y a 2 bénéficiaires, seul le bénéficiaire ayant attenté à la vie de l'assuré sera déchu de son droit à l'indemnisation. L'autre bénéficiaire ne sera pas déchu. De tout ceci, il faut retenir que la personne qui provoque le sinistre ne peut en tirer profit. Le dernier élément n'est pas tant une caractéristique du risque qu'une exigence de validité du contrat d'assurance, à savoir que le risque doit être un événement qui n'est pas relié à une activité illicite de l'assuré. Le risque contre lequel l'assuré veut se prémunir ne doit pas être lié à une activité illicite de sa part. On retrouve une manifestation de cette exigence dans la jurisprudence où l'assuré a transformé son immeuble en plantation de cannabis. L'assurance peut toutefois protéger l'assuré des conséquences d'une activité illicite d'un tiers. À titre d'exemple, si un tiers incendie volontairement la maison de l'assuré, cet événement est un risque qui répond aux 5 caractéristiques que nous venons d'étudier. De la même manière, si la maison du voisin explose en raison de la production illégale d'alcool dans son sous-sol et que l'incendie se propage à l'immeuble de l'assuré, il s'agit d'un risque qui répond aux 5 caractéristiques déjà étudiées. En effet, lors de la formation du contrat d'assurance, il s'agissait d'un événement futur, éventuel, possible, indépendant de la volonté des parties au contrat d'assurance et qui ne résulte pas d'une activité illicite de l'assuré. Pour conclure au sujet du risque, certains risques font l'objet d'une exclusion légale. L'assureur peut également, à certaines conditions que nous étudierons dans d'autres capsules, exclure certains risques. Il s'agit alors d'exclusion contractuelle. Le risque est un élément essentiel à la validité du contrat d'assurance. Son absence lors de la formation du contrat est une cause de nullité, alors que sa disparition après la formation du contrat est une cause de caducité. Le risque est à ce point l'élément fondamental du contrat d'assurance qu'il fait l'objet d'un principe d'interprétation qui est propre au droit des assurances. Ainsi,
Lorsque l'on interprète une police d'assurance, il faut rejeter une interprétation qui aurait pour effet de permettre à l'assureur de percevoir une prime sans pour autant couvrir un risque. À titre d'exemple, l'assureur émet une police d'assurance afin de couvrir les opérations d'un garagiste, mais prétend que les dommages causés aux voitures des clients sont exclus par les termes de la police. Une telle interprétation de la police fait en sorte que l'assureur empoche les primes de l'assuré, mais sans couvrir un véritable risque. De la même manière, l'assureur émet une police d'assurance afin de couvrir les activités d'une entreprise spécialisée dans la réparation de toits plats. L'assureur prétend que les travaux effectués à l'aide d'une torche à soudure ne sont pas couverts, alors que 90% des travaux de l'assuré sont effectués à l'aide d'une telle torche. Encore une fois, une telle interprétation de la police sera rejetée puisqu'elle fait en sorte que l'assureur empocherait les primes de l'assuré sans couvrir un véritable risque. Si vous ne saisissez pas ces exemples, ne vous en faites pas, nous reverrons ce principe lors de l'étude des règles entourant l'interprétation du contrat d'assurance. Maintenant que nous avons défini le risque, regardons deux notions différentes mais qui lui sont proches, à savoir l'accident et la force majeure. Il est important de faire cette distinction car certaines polices d'assurance couvrent uniquement en cas d'accident. De même, certaines polices prévoient une indemnité additionnelle en cas de décès accidentel. Mentionnons d'abord que la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir leur propre définition du mot accident dans la police d'assurance. À défaut de définition contractuelle, le mot accident s'entend, selon la Cour suprême, comme étant toute mésaventure ou malchance imprévue. On voit que cette définition est beaucoup plus restrictive que celle de risque. À titre d'exemple, le fait qu'un golfeur réussisse à envoyer sa balle au fond d'un trou peut constituer un risque, mais ne constitue certainement pas un accident. Le risque doit également être distingué de la force majeure. L'article 1470, alinéa 2, définit la force majeure comme étant un événement imprévisible et irrésistible. La force majeure est généralement un événement malheureux, tel un vol, une fusillade, une tornade, une inondation, une pandémie, la chute d'un pont, contrairement au risque qui peut être parfois un événement heureux, tel un golfeur qui envoie sa balle dans le trou en un seul coup. La force majeure et le risque sont deux notions différentes. La police d'assurance peut couvrir la force majeure, tout comme elle peut exclure certaines de ces manifestations. À titre d'exemple, la police peut couvrir le risque de tornade et exclure le risque de tsunami. En terminant, la définition de la force majeure est beaucoup plus restrictive que celle de risque. À titre d'exemple, le bris de ma piscine en raison du dégel hâtif peut constituer un risque, mais ne constitue certainement pas une force majeure au Canada. Voilà qui complète l'étude du risque.